Bonjour à toutes et à tous. Nous avions, dans de précédentes vidéos, présenté l'état de contrainte par une approche analytique. Il est nécessaire de le faire par une approche graphique, laquelle a été développée par Christian Ottomor, un professeur et ingénieur allemand, en 1882. Vous avez la photo de Christian Ottomor affichée. Nous distinguons deux types de représentations graphiques. La première représentation est relative à l'état de contrainte multiaxiale. On parle alors de tricercle de Mohr. Ceci représente le cas général. La deuxième représentation graphique est la représentation de l'état de contrainte plane, laquelle se réduit à un cas particulier de la représentation graphique de l'état de contrainte multiaxiale. Au cours de cette vidéo, nous nous focalisons particulièrement sur l'état de contrainte multiaxiale. Dans une prochaine vidéo, nous développons la représentation graphique de l'état de contrainte plane. Pour ce faire, nous allons expliquer les fondements du tricercle de Mohr, les principes et la méthodologie de résolution. À cet effet, pour cette vidéo, nous allons développer ce qui suit. Dans un premier temps, nous donnons les principaux objectifs du tricercle de Mohr. Nous posons la problématique et proposons la méthodologie employée pour sa résolution, avant de passer à la démonstration des équations du tricercle de Mohr. Enfin, nous explorons le tricercle de Mohr obtenu afin d'en tirer le maximum d'enseignements. Expliquons d'abord les principaux objectifs du tricercle de Mohr. Parmi les nombreux objectifs que présente cette méthode graphique, on peut citer trois. Le premier objectif est de proposer une alternative à la méthode analytique permettant de décrire l'état de contrainte multiaxiale en un point, et ceci afin d'éviter la complexité des calculs donnés par la méthode analytique. Deuxièmement, pour un état de contrainte multiaxiale, on peut dire aussi triaxial, il s'agit de déterminer l'intensité du vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles pour l'ensemble des facettes passant par le point considéré. Troisièmement, déterminer la scission maximale, c'est-à-dire le cisaillement maximal, au point considéré, et d'identifier aussi, surtout, la facette sur laquelle cette scission maximale est appliquée. Je vais vous décrire avec détail la problématique posée. Considérons un point matériel, M, et soit sigma M le tenseur de contrainte en ce point. Le tenseur de contrainte est exprimé dans la base principale et a pour composante sigma 1, sigma 2, sigma 3 comme contrainte principale et E1, E2, E3 les directions principales. Considérons maintenant l'espace physique ou l'espace réel. On considère un point et on va imaginer un volume élémentaire de dimension infinitésimale autour de ce point. Ce volume a la forme d'un octaèdre et ici nous avons représenté que le huitième de cet octaèdre. Ici on a représenté que le huitième d'un octaèdre, soit un point M, et on va considérer tous les plans passant par le point M. Chacun des plans est repéré par la normale n
Et cette normale n a pour composante les cosinus directeurs qu'elle forme avec les axes principaux E1, E2 et E3. Soit alpha, l'angle entre la normale et E1, bêta, l'angle entre la normale et E2, et gamma, l'angle entre la normale et E3. Donc quand on va balayer l'ensemble de tous les plans qui passent par le point M, l'extrémité du vecteur normal, ici on voit la facette, qui est orientée suivant la normale N. Donc cette facette, quand nous balayons l'ensemble des plans passant par le point M, l'extrémité de cette normale va décrire une sphère dont le rayon est égal à l'unité. Soit une facette de normale n, et soit le vecteur agissant sur cette facette au point M, c'est le vecteur contrainte T. Ce vecteur contrainte a une composante sur la normale Tn et une composante tangentielle T-tau. La problématique consiste à déterminer graphiquement la norme du vecteur Tn ainsi que ses deux composantes normale et tangentielle. Il est établi que la contrainte de cisaillement joue un rôle primordial lors de la formation, l'initiation et la propagation des fissures. Cette image nous montre une éprouvette qui a été soumise à un essai de traction suivant son axe. Cet essai de traction a été conduit jusqu'à la rupture de cette éprouvette. Et on peut observer le faciès de rupture. On remarque que le faciès de rupture de cette éprouvette est incliné par rapport à l'axe d'application de l'effort. En effet, la direction pour laquelle la scission est maximale pourrait constituer la direction de rupture probable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est important de connaître en tout point d'une structure l'intensité de la contrainte de cisaillement ainsi que le plan sur lequel cette scission maximale agit. Ceci a pour objectif de se prémunir contre toute défaillance mécanique. Donc, on doit déterminer dans un premier temps la contrainte de cisaillement, comme on le voit sur ce schéma. Donc, on doit connaître T tau max, son intensité. Donc, on va balayer l'ensemble des plans qui passent par le point M afin de déterminer d'abord cette contrainte de cisaillement maximal et identifier la facette sur laquelle cette contrainte de cisaillement agit, c'est-à-dire la contrainte, comme la facette est repérée par sa normale, déterminer la normale sur laquelle cette contrainte de cisaillement agit. Passons maintenant
à la méthode employée pour la résolution de la problématique posée. On définit le plan de mort. Dans ce plan de mort, nous portons en abscisse la composante normale et la composante tangentielle du vecteur contrainte T. Le vecteur contrainte dans le plan de mort a pour origine l'origine du repère et pour extrémité le point A. La question posée est de déterminer le domaine décrit par le point A, c'est-à-dire l'extrémité du vecteur contrainte, lorsque, dans le plan réel, on considère l'ensemble des facettes passant par le point M et on va varier leur orientation par la normale N. Donc on va balayer l'ensemble des facettes passant par le point M et voir que décrit le point A dans le plan de mort. À cet effet, il est nécessaire de déterminer les coordonnées du point A, à savoir les composantes normales Tn et tangentielles Tτ du vecteur contrainte. On doit les exprimer en fonction des données du problème, qui sont d'une part le tenseur de contrainte sigma défini par ses composantes sigma 1, sigma 2, sigma 3, et d'autre part l'orientation de chacune des facettes orientée suivant n, laquelle est définie par ses composantes n1, n2, n3 dans le repère principal. La première relation permet de lier la composante normale du vecteur contrainte aux données du problème. Cette relation est donnée par Tn, le produit matriciel n transposé sigma n, ce qui nous permet d'avoir la première relation. Tn est égal à sigma 1 n1 au carré, puis sigma 2 n2 au carré, plus sigma 3 n3 au carré. La deuxième relation est relative à la norme du vecteur contrainte LV au carré, qui est égale à la somme de ses composantes Tn et Tτ, toutes les deux LV au carré. Donc cette relation, elle nous donne sigma 1 au carré plus que multiplie n1 au carré plus sigma 2 LV au carré, n2 LV au carré plus sigma 3 au carré, n3 au carré. La dernière relation est relative à la norme du vecteur normal n. Étant donné que la normale n est unitaire, donc la somme de ses composantes LV au carré est égale à 1. Ainsi, nous trouvons trois équations qui nous permettent la résolution du problème. Afin de contourner le problème, on suppose connues les contraintes principales ainsi que les composantes Tn et Tτ du vecteur contrainte. La résolution du système formé par les trois équations précédentes consiste à déterminer les composantes n1 au carré, n2 au carré, n3 au carré du vecteur normal à la facette. En général, les contraintes principales sont distinctes. Nous pouvons y déduire les carrés des composantes n1 au carré, n2 au carré, n3 au carré, qui sont donnés par les équations suivantes qui sont affichées. Donc on a n1 au carré, n2 au carré,
et N3 au carré. Les formules précédentes permettent de déterminer l'orientation de la facette sur laquelle agit le vecteur contrainte dont les composantes sont Tn et Tτ. Nous considérons le tenseur de contrainte exprimé dans la base principale qui a pour composante contrainte principale sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Si on compare les trois contraintes principales, nous allons distinguer une contrainte maximale qu'on appelle contrainte majeure et qu'on note par sigma maj, une contrainte mineure dont la valeur est minimale, qu'on note sigma min, et une contrainte qui est comprise entre la contrainte majeure et la contrainte mineure, qu'on appelle contrainte intermédiaire. La contrainte mineure, intermédiaire ou majeure pourrait être sigma 1 ou sigma 2 ou sigma 3. Nous avons listé tous les cas possibles ou les 6 cas possibles de permutation entre sigma 1, sigma 2 et sigma 3 en ce qui concerne les 3 types de contraintes majeures, intermédiaires et minimum. On va examiner le premier cas pour lequel sigma majeur est sigma 1, sigma intermédiaire est sigma 2 et sigma mineur est sigma 3, qu'on va généraliser par la suite à tous les autres cas possibles. Le carré du nombre réel donné par les composantes n1 au carré, n2 au carré, n3 au carré est soit positif, soit nul. Dans le cas où sigma 1 est supérieur à sigma 2, supérieur à sigma 3, nous avons retrouvé la relation qui lie N1 aux composantes du tenseur de contrainte sigma 1, sigma 2 et sigma 3 et les composantes du vecteur contrainte T, Tau et Tn. Comme N1 au carré est soit positif, soit nul, on va examiner le signe du numérateur sur la base de la connaissance du signe du dénominateur, compte tenu qu'on a sigma 1 supérieur à sigma 2 et supérieur à sigma 3. Examinons le signe du dénominateur. Sigma 1 moins sigma 2 est positif. Sigma 1 moins sigma 3 est positif. Donc le produit sigma 1 moins sigma 2 par sigma 1 moins sigma 3 est positif. Ce qui nous indique que si n1 au carré est positif, le numérateur est positif. Il est évident que si n1 est égal à 0, le numérateur doit être égal à 0. Donc nous retrouvons l'expression entre les composantes Tτ et Tn avec les deux composantes du tenseur de contrainte sigma 2 et sigma 3, qui doit être soit positif, soit nul. Pour la deuxième expression de n2 au carré, sigma 2 moins sigma 3 est positif, sigma 2 moins sigma 1 est négatif, donc ce produit est négatif, le dénominateur est négatif. Donc pour avoir une fraction positive, il faut que le numérateur soit aussi positif, dans le cas où sigma 2 au carré est positif. Nous retrouvons ainsi une équation
qui lie les composantes Tτ, Tn, avec les contraintes principales sigma 1 et sigma 3, pour laquelle cette expression-là est soit négatif, soit égal à 0. Pour l'expression de N3 au carré, sigma 3 moins sigma 1 est négatif. Sigma 3 moins sigma 1 négatif. Sigma 3 moins sigma 2 est aussi négatif. Donc ce produit est positif. Donc le numérateur doit être soit positif, soit nul. Nous retrouvons ainsi une autre inéquation qui lie Tτ, Tn aux composantes du tenseur de contrainte sigma 2 et sigma 1. Nous obtenons ainsi un système de 3 inéquations à résoudre graphiquement afin de déterminer l'extrémité du vecteur contrainte. Donc c'est 3 inéquations. La résolution de ce système va nous permettre de démontrer les équations qui permettent le tracé du cercle de Moore. Ces 3 cercles de Moore forment un tricercle, lequel nous allons examiner. Ce tricercle de Moore permettra de résoudre graphiquement ce système de 3 inéquations. Examinons maintenant chacune de ces inéquations afin de parvenir à la démonstration des équations du cercle de Moore. Démontrons les équations du cercle de Moore. En développant la première inéquation donnée par n1 au carré positif ou nul, en la développant, on retrouve une première inéquation donnée par Tτ au carré plus Tn moins sigma 2 plus sigma 3 sur 2, le tout au carré, supérieur ou égal à sigma 2 moins sigma 3 sur 2 au carré. Deux configurations peuvent se présenter, soit n1 égale à 0, soit n1 au carré positif. Étudions la première configuration, n1 égale à 0, qui implique que cos alpha égale à 0, donc alpha est égal à pi sur 2. Donc on constate sur l'élément de volume autour du point M pour lequel on va considérer l'ensemble des facettes. Donc l'ensemble des facettes qui remplissent cette condition, alpha égale à pi sur 2, c'est les facettes pour lesquelles alpha est égal à pi sur 2. Cela comprend que le vecteur normal aux facettes est dans le plan E2, E3. Et seul l'angle bêta, permet d'orienter ces facettes. Donc, la normale n est dans le plan E2, E3, et ça concerne toutes les facettes d'axe E1, c'est-à-dire qui tournent autour de l'axe E1. Donc c'est la première famille de facettes qu'on va considérer. Voyons maintenant et étudions cette égalité qui concerne l'ensemble des facettes d'axe E1. Pour l'ensemble des facettes d'axe E1, nous avons
obtenu une relation entre les composantes du vecteur contrainte T1 et T2 et les contraintes principales sigma 2 et sigma 3. Faisons dans un premier temps un rappel sur l'équation d'un cercle. Dans le plan XY, l'équation d'un cercle est donnée par x moins a au carré plus y moins b au carré est égale à r au carré. Donc dans le plan XY, nous pouvons tracer un cercle de centre C et de rayon R. Le centre C est de coordonnées en abscisse A et en ordonnée B. En abscisse A et en ordonnée B. Examinons maintenant cette équation. Par conséquent, l'équation obtenue décrit un cercle. Dans ce cercle, le point A a pour coordonnées T1 et T2, les composantes du vecteur contrainte. Ce cercle a pour rayon R1 sigma 2 moins sigma 3 sur 2. Et pour centre O1, dont l'abscisse A est égale à sigma 2 plus sigma 3 sur 2, et l'ordonnée B est égale à 0. Donc vous avez ici le point A, qui est décrit par cette équation. Le vecteur contrainte T de n a pour origine l'origine du repère et pour extrémité le point A. Donc on va dénommer ce cercle le cercle 1 de rayon R et de centre O1. Ainsi, nous reprenons le cercle qu'on a obtenu, le cercle C1, pour les facettes d'axe E1, c'est-à-dire N1 égale à 0. Ce cercle a pour centre O1 et de rayon R1. N1 égale à 0 implique que A est sur le cercle. N1 supérieur à 0 implique que A est à l'extérieur de ce cercle. Donc soit le point A quand il est sur ce cercle, on va projeter le vecteur contrainte sur l'axe Tn, nous avons la composante normale, et sa projection sur l'axe T2, la composante tangentielle. Donc l'extrémité A du vecteur contrainte est soit sur le contour du cercle, soit à l'extérieur de ce cercle, le cercle C1. Considérons pour les facettes d'axe E1, c'est-à-dire on va considérer une facette, et l'axe E1 est perpendiculaire au plan E1, E3. Donc toutes les facettes qui tournent autour de l'axe E1 qui est perpendiculaire à ce plan-là. Et considérons un repère local qui est lié à la facette, qui est formé par le vecteur normal E1, le premier vecteur de cette base locale, de repère local. Le deuxième vecteur unitaire, c'est la normale à la facette. Et le troisième vecteur unitaire qui est dans le plan de la facette, le vecteur tau. Tau est obtenu de telle façon qui est donné par le produit vectoriel de E1 vectoriel n. Donc il est donné par le sens de rotation de E1 vers n. Donc on a ici représenté
un vecteur qui agit sur cette facette, le vecteur contrainte, et qui a une projection sur l'axe de la normale Tn et sur le plan considéré Tτ. L'angle bêta est l'angle qui va nous servir d'orienter cette facette. Donc on a uniquement besoin de l'angle bêta pour orienter cette facette. Alors, pour l'ensemble de ces facettes, cherchons la relation entre la rotation de ces facettes d'un angle bêta, donc toutes ces facettes, elles tournent autour de E1 d'un angle bêta, et le sens de parcours de l'extrémité A du vecteur contrainte, le long du contour du cercle de mort de centre O1. Donc on va chercher cette relation. Pour cela, il est nécessaire d'exprimer le vecteur contrainte T au point M relativement à la facette de normale N dans le repère local. Donc on va déterminer le vecteur T dans la base locale, qui est une base mobile. Or, nous pouvons déterminer ce vecteur dans la base principale, E1, E2, E3. E1, E2, E3, nous pouvons la déterminer par le produit contracté de sigma par n. Et nous allons procéder après, par la matrice de passage, à le déterminer dans la base locale. Pour cela, on doit exprimer les vecteurs de la base locale, on les exprime dans la base principale ou dans le repère principal E1, E2, E3. Donc les vecteurs unitaires du repère local au point M, E1, N, Τ, sont exprimés par rapport à la base, le repère principal. Le vecteur N, on va le projeter sur E2, donc c'est cosinus bêta E2 plus sinus bêta E3. Le vecteur Τ, projection sur E2 moins sinus bêta, donc c'est cet angle-là, moins sinus bêta E2 plus cosinus bêta E3. Après avoir obtenu les vecteurs unitaires de la base locale, nous pouvons déterminer la matrice de passage de la base principale ou du repère principal E1, E2, E3 à la base locale E1, N, Τ. Donc nous avons là cette matrice de passage qui est extraite à partir des vecteurs unitaires N et Τ. Ainsi, par rapport à la base principale, M, E1, E2, E3, le vecteur contrainte, grand T, au point M relativement à une facette de normale N, il est déterminé par la relation, donc T, le vecteur contrainte, est égal au produit contracté de sigma par la normale N. Donc ces deux, que ce soit le tenseur de contrainte, que ce soit la normale, ils sont exprimés dans la base principale. Donc sigma dans la base principale et la normale N dans la base principale. Donc ce produit matriciel va nous donner ce vecteur. Donc sa projection suivant E1 c'est 0, suivant E2 c'est sigma 2 cosinus bêta et suivant E3 c'est sigma 3 sinus bêta. À partir des relations de changement de base, nous déterminons les composantes normales et tangentielles du vecteur contrainte par les relations qu'on va montrer dans la diapositive suivante.
Alors, on doit déterminer le vecteur contrainte dans la base locale en fonction du vecteur contrainte dans la base principale. Donc, le vecteur contrainte dans la base locale est égal à la matrice de passage transposée par le vecteur grand T dans la base principale. Donc, vous avez la matrice de passage transposée, donc produit matriciel avec le vecteur contrainte, le vecteur contrainte dans la base principale, et ça va nous donner les composantes du vecteur contrainte dans le repère local. Donc il aura valeur de 0 suivant E1, T1 suivant la normale 1 et T2 suivant taux. Ainsi, nous obtenons le vecteur contrainte en fonction de sigma 2, sigma 3 et de l'angle bêta. Nous allons procéder à quelques transformations trigonométriques. Donc, dans cette relation, le cosinus carré bêta est égal à 1 plus cosinus bêta sur 2. Et le sinus carré bêta, il est égal à 1 moins cosinus de bêta sur 2. Ainsi, nous obtenons le vecteur contrainte en fonction de cosinus de bêta. Nous allons aussi transformer la relation de la composante θ du vecteur contrainte en mettant moins en facteur, puisque j'ai moins sigma 2 plus sigma 3, donc je mets moins en facteur, ça sera sigma 2 moins sigma 3. Cos bêta, sinus bêta. Donc le moins cos bêta, sinus bêta, on va le transformer en sinus moins 2 bêta sur 2. Donc la composante tangentielle est exprimée en fonction de moins sinus de bêta. Et la composante normale est exprimée en fonction de cosinus de bêta. Donc, on a aussi déterminé les coordonnées du point A, à savoir la composante normale et la composante tangentielle de l'extrémité A du vecteur contrainte dans le plan de mort. Examinons le cas de l'ensemble des facettes d'axe E1, c'est-à-dire N1 est égal à 0. Et on va considérer les deux espaces. Le premier espace est l'espace réel ou physique, et le deuxième espace est le plan de mort. Dans l'espace réel, nous allons observer les facettes d'axe E1, c'est-à-dire les facettes qui pivotent autour de l'axe E1. L'ensemble de ces facettes, ils sont orientés suivant la normale n, et n est défini par l'angle bêta entre n et l'axe E2. Et nous définissons une rotation positive dans le sens indiqué. D'un autre côté, dans le plan de mort, nous allons observer le parcours de l'extrémité A, c'est-à-dire l'extrémité du vecteur contrainte, le long du cercle de mort de centre O1 et de rayon R1. Et dont R1 est égal à sigma 2 moins sigma 3 sur 2. Le point A est défini dans le plan de mort par ces deux coordonnées. La coordonnée suivant l'abscisse, c'est la composante normale du vecteur contrainte, et suivant l'ordonnée, sa composante θ. Et voyons maintenant la relation entre la rotation de la normale, c'est-à-dire la rotation des facettes qui pivotent
autour de E1 qui sont définis par bêta et la rotation que va décrire le point A sur le parcours de cette circonférence, de la circonférence de centre O1 et de rayon R1. Voyons. Maintenant, si on oriente la normale d'un angle bêta défini entre E2 et N1, on va voir ça correspond à quoi dans le cercle de mort, sa position sur le cercle de mort. Pour cela, il faut déterminer ces coordonnées T1 et T2. Tn est égal à sigma 2 plus sigma 3 sur 2, c'est-à-dire la distance O1, auquel on rajoute sigma 2 moins sigma 3 sur 2. Or, sigma 2 moins sigma 3 sur 2, c'est le rayon. Qu'on multiplie par cosinus de bêta. C'est-à-dire, si on observe ce triangle, ce sera R1 que multiplie cosinus bêta. Donc, c'est cette cote. Donc, Tn, c'est toute cette dimension-là. On va essayer de là. Là, c'est tout ça. En ordonnée, Théto. On va chercher la position du point A. Elle est égale à sigma 2 moins sigma 3 sur 2, c'est-à-dire le rayon, qu'on multiplie par sinus moins de bêta, c'est-à-dire on fait tourner de moins de bêta, et on multiplie R par sinus moins de bêta. Donc ça sera cette valeur comme ordonnée, suivant T2. Donc le point A, il occupe cette position. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quand N est orienté dans le sens positif d'un angle égal à bêta, le point A est orienté dans le cercle de mort d'un angle doublé, moins 2 bêta, et dans le sens opposé. Lorsque bêta est égal à 0, le point A se retrouve dans cette position pour sigma 2. Comme bêta est égal à 0. Lorsque bêta est égal à pi sur 2, donc dans le cercle de mort, nous allons doubler pi sur 2, 2 fois pi sur 2, c'est pi. Donc il retrouve la position qui correspond à sigma 3, cette position. Vous voyez, donc, le sens de rotation de la normale et le sens de rotation du point A dans le plan de mort se font dans deux sens opposés. Et en plus, dans le plan de mort, l'angle est doublé. Je vais faire une animation pour voir la relation entre ces deux rotations. Voilà. Comme on le constate, le sens de parcours de l'extrémité du vecteur contrainte A, il se fait dans le sens inverse. Observons maintenant les deux espaces. Dans l'espace physique, on définit une facette orientée suivant la normale n. Sur cette facette agit un vecteur contrainte, T de n, dont les composantes sont Tn, la composante suivant la normale,
et θ suivant, dans le plan de la facette. Nous observons bien sûr la normale dans le plan physique et le vecteur n dans le plan de mort. Dans le plan de mort, ce vecteur est défini par ces deux composantes Tn et Tθ. Il faut préciser aussi que par rapport à la base principale, la base n, E1, n tau est une base mobile. Donc, quand la normale est orientée par rapport à E2 d'un angle bêta, le point A, qui définit l'extrémité du vecteur contrainte, sur le cercle de mort, il est défini à partir d'un angle doublé de bêta et dans le sens inverse par rapport au sens défini dans le plan physique. Lorsque bêta est égal à 0, le point A est confondu avec le point F et l'intensité du vecteur contrainte est égale à sigma 2. Lorsque bêta est égal à pi, le point A est confondu avec le point G et l'intensité du vecteur contrainte est égale à sigma 3. Là, on a effectué une rotation positive de bêta. Voyons maintenant quand on fait une rotation dans le sens opposé. Faisons maintenant dans le plan physique une rotation de la facette qu'elle va pivoter autour de E1 dans le sens opposé, c'est-à-dire on définit un angle moins bêta, comme indiqué ici. Donc, dans le plan de mort, le point A va tourner d'un angle de bêta. Il va occuper cette position et vous avez le vecteur contrainte T de n et vecteur T et ses composantes normales Tn et Tθ. Pour n2 au carré, positif ou nul, nous allons développer cette inéquation qui nous mène à une relation un peu plus simple qui relie les composantes du vecteur contrainte Tθ et Tn aux contraintes principales sigma 1 et sigma 3. Cette relation est donnée par T tau au carré plus sigma n moins sigma 1 plus sigma 2 sur 2 au carré inférieur ou égal à sigma 1 moins sigma 3 sur 2, le tout au carré. Deux configurations aussi peuvent être traitées dans ce cas-là, soit n2 égale à 0, soit n2 au carré positif. C'est-à-dire si n2 au carré est positif, cela veut dire que la valeur absolue de n2 est non nulle. Examinons ces deux cas de configuration et voir à quelle famille de facettes peuvent correspondre. Lorsque n2 est égal à 0, c'est-à-dire cosinus bêta égale à 0, cela signifie que bêta dans le plan physique est égal à pi sur 2. La normale dans ce cas-là, elle appartient au plan E1, E3. Et nous avons représenté ce plan-là. Donc, vous avez la facette qui tourne autour de l'axe E2, puisque N2 est égal à 0. Et vous avez cette facette-là qui est
orienté suivant le vecteur normal n, lequel est défini par rapport à E1 par l'angle alpha. Dans ce cas, on a le vecteur contrainte et ses composantes normales et tangentielles. Donc ici, nous avons la représentation du vecteur contrainte pour les facettes d'axe E2, du fait que N2 est égal à 0. Voyons maintenant pour cette famille de plans pour lesquels N2 égale à 0, c'est-à-dire la famille de plans d'axe E2. Dans le plan physique, chaque facette est orientée suivant n. Chaque facette tourne autour de l'axe E3 et sa normale est définie par l'angle alpha entre la normale et E2. Entre la normale et E2. Donc pour déterminer l'extrémité du vecteur contrainte qui est donné par ces deux expressions-là dans le plan de mort. Donc, dans le plan de mort, ceci permet de définir, tracer un cercle qui représente l'extrémité du vecteur contrainte pour cette famille de plans. Donc, en examinant ces expressions-là, ce cercle, il a pour centre O2, dont l'abscisse est sigma 2, sigma 1 plus sigma 3 sur 2, sigma 3 plus sigma 2 sur 2, et en ordonnée, son abscisse est égale à 0. Et dont le rayon R2 est égal à sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Sigma 2 moins sigma 3 sur 2. Donc, dans l'espace physique, si n tourne d'un angle alpha autour de E2, le point A parcourt le contour de ce cercle, le cercle qu'on appelait cercle 2, il le parcourt autour de O2 d'un angle égal à moins 2 alpha. Moins 2 alpha. N2 au carré est soit nul, soit positif. Donc si N2 est positif et est nul, si N2 est nul, le point A appartient au contour de ce cercle. Lorsque N2 au carré est positif, T2 au carré plus Tn moins sigma 1 plus sigma 2 sur 2, le tout au carré, est inférieur à sigma 1 moins sigma 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire ce rayon sigma 1 moins sigma 2 sur 2, c'est le rayon R2. Dans ce cas, quand N2 au carré est positif, le point A est à l'intérieur de ce cercle. Donc pour les deux types de configuration, donc quand N2 est égal à 0, le point A il est sur cette circonférence de centre O2 et de rayon R2. Et quand elle est positive, elle est à l'intérieur de ce cercle, comme le montre ici le vecteur T de M. Développons maintenant la troisième inéquation pour laquelle N3 au carré est positif ou nul. Ceci nous mène à trouver une relation
entre les composants du vecteur contrainte Tto et Tn et les contraintes principales sigma 1 et sigma 2 de la façon suivante: Tto au carré plus Tn moins sigma 1 plus sigma 2 sur 2 le tout au carré supérieur ou égal à sigma 1 moins sigma 3, sigma 1 moins sigma 2 sur 2 au carré. Là aussi, deux configurations peuvent se présenter, soit 1,3 égale à 0, soit 1,3 au carré positif. Nous allons examiner les facettes qui correspondent à ces deux cas de configuration. Pour le cas où 1,3 est égal à 0, cela sous-entend que cosinus gamma est égal à 0. Donc l'angle gamma est égal à pi sur 2. Ce qui implique que la normale n appartient au plan E1, E2. Nous avons ici le plan E1, E2. Donc vous avez la facette qui pivote autour de l'axe E3. Chacune des facettes est repérée par sa normale n, laquelle est définie d'un angle alpha à partir de l'axe E1. Le vecteur contrainte T a pour composante Tn et Tto. Voyons maintenant que va décrire ce vecteur contrainte dans le plan de Moore. Alors, pour l'ensemble des facettes pour lesquelles 1,3 égale à 0, c'est-à-dire des facettes d'axe E3, nous considérons le plan physique et chacune des facettes, on va la montrer, elle est orientée par sa normale n, laquelle est définie par une rotation autour de E3 d'un angle alpha à partir de E1. Et nous avons aussi dans le plan de Moore les coordonnées du point A, c'est-à-dire les composants Tn et Tto. Voyons ce que ça donne sur le plan de Moore. Donc, ayant Tn et Tto, ça permet de tracer un cercle, le cercle 3, deux rayons de centre d'abord au 3, le cercle, le centre au 3 a pour abscisse sigma 1 plus sigma 2 sur 2 et pour ordonnée 0. Le rayon de ce cercle est égal à sigma 1 moins sigma 2 sur 2, comme mentionné ici sur les coordonnées du point A, à savoir Tn et Tto. Donc le point A parcourt la circonférence qui est indiquée, ou le contour qui est indiqué. Lorsque la facette tourne d'un angle alpha, le point A décrit le contour de ce cercle avec une rotation autour de O3 d'un angle égal à moins 2 alpha. Ici, vous avez le moins. Un 3 au carré, positif ou nul, implique que Tto au carré plus Tn moins sigma 1 plus sigma 2 sur 2 le tout au carré supérieur ou égal à sigma 1 moins sigma 2 sur 2 le tout au carré. Donc, quand N1, N3 est égal à 0, le point A, il est sur le cercle 3, comme on l'a signalé dans la diapositive suivante. Maintenant,
lorsque 1,3 est positif. 1,3 au carré est positif. C'est-à-dire que la valeur absolue de 1,3 est différente de 0. Le point A, il est à l'extérieur du cercle 3. Vous avez ici un vecteur qui appartient aussi d'un vecteur contrainte qui donne la position du point A, par exemple, dans cette position-là. Donc, nous avons deux cas, soit le point A, il appartient au contour du cercle, soit il est à l'extérieur de ce cercle. Nous étudions maintenant la description du tricercle de Moore relatif à l'ensemble des facettes. La condition relative aux composantes de la normale aux facettes nous a conduit à un système d'inéquations. 3 inéquations. Chacune de ces inéquations nous a conduit au tracé d'un cercle. Donc nous avons 3 cercles appelés le tricercle de Moore qui permettent d'avoir le plan de Moore. Nous remarquons que ces 3 cercles sont tangents 2 à 2 sur l'axe des abscisses Tn en sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Et que ce tricercle de Moore est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, l'axe Tn. Donc en examinant les trois inéquations, ceci nous permet de dire que l'extrémité du vecteur contrainte, puisque le vecteur contrainte, il est défini à partir de l'origine du plan de Moore O et d'un point A. Donc on a le vecteur contrainte et ces deux composantes, sa projection sur T1 dans la composante normale et sa projection sur T2 dans la composante tangentielle. Alors, que va décrire le point A? Le point A décrit un espace qui est délimité par les 3 cercles, où le point A est situé sur l'un des 3 cercles, où il est au domaine délimité par ces 3 cercles. Donc c'est ça la résolution graphique. On verra plus tard comment, pour une normale donnée, comment déterminer exactement la position de l'extrémité du vecteur contrainte. Pour le moment, nous avons traité le cas où sigma 1 est majeur, sigma 3 est mineur et sigma 2 est une contrainte intermédiaire. Mais nous pouvons citer 6 cas possibles qui sont indiqués dans ce tableau-là. Pour chacune des contraintes, on associe une direction principale. Les directions principales sont E majeur pour la contrainte principale majeure, E mineur pour la contrainte principale mineure et E intermédiaire pour la contrainte principale mineure. Par conséquent, le vecteur contraint, le vecteur normal à la facette, il aura pour composantes suivant les 3 directions citées, c'est-à-dire E majeur, E mineur et E intermédiaire. Alors, pour le tracé de Moore, donc on doit d'abord savoir quelle est la contrainte majeure, quelle est la contrainte mineure et quelle est la contrainte intermédiaire. On les définit sur l'axe des abscisses de la façon suivante. Contrainte majeure, contrainte mineure et contrainte intermédiaire et contrainte mineure. Ensuite, on trace les 3 cercles qui sont tangents au point sigma maj, sigma intermédiaire et sigma min. Voyons maintenant à quoi correspond
chacun des cercles. Premier cercle, sigma maj, sigma intermédiaire. Donc, quelle normale sera égale à 0? C'est la normale n qui est projetée dans l'axe E min. Et tout dépend maintenant des cas possibles. Vous pouvez avoir un 3, comme vous pouvez avoir un 1, comme vous pouvez avoir un 2. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici n min, c'est-à-dire la projection de n dans la direction pour laquelle la contrainte est minimum. Pourquoi? Parce que quand vous avez maj, intermédiaire, c'est l'autre direction toujours. N min. Et j'appelle ce cercle un cercle min. Ce cercle, sigma maj, il rejoint sigma maj et sigma min. Donc ce sera n intermédiaire égal à 0. Ce cercle, il joint sigma min et sigma intermédiaire. Donc ce sera là pour n maj égal à 0. On va illustrer ça pour mieux comprendre par un exemple. Prenons comme exemple le quatrième cas de figure, dans lequel la contrainte majeure c'est sigma 2, la contrainte intermédiaire c'est sigma 1 et la contrainte mineure c'est sigma 3. Par conséquent, on a pour direction principale E2 qui correspond à sigma majeur, E1 qui correspond à sigma intermédiaire et E3 qui correspond à sigma intermédiaire. Traçons, on va tracer maintenant le cercle de mort. Mais avant de le tracer, on va mettre en ordre ces contraintes. Sigma 2, c'est la contrainte majeure, donc on est dans le cas 4. Sigma 1, intermédiaire, et sigma 3, mineur. On va tracer les trois cercles. Voyons, le cercle qui correspond, qui joint sigma 2 à sigma 1. Donc 2, 1. Donc, cette circonférence, elle correspond à quoi? Pour n, 3 égale à 0. n, 3 égale à 0. Donc, on appelle ça le cercle 3. Le cercle qui joint sigma 2 à sigma 3. 2 et 3. Qu'est-ce qui manque? 1. Donc, n1 égale à 0. Ce sera le cercle 1. Ce cercle, il joint sigma 3, sigma 1. Donc c'est n2 égale à 0. Donc c'est le cercle 2. Et ainsi de suite, on peut le déterminer pour les différents cas. Quoique cette méthode graphique est plus appliquée pour l'état de contrainte plane, qu'on verra dans une prochaine vidéo, son utilisation pour l'état de contrainte multiaxiale est très pratique et surtout pédagogique car elle nous permet de visualiser clairement l'état de contrainte en un point. Après avoir exprimé et explicité les objectifs de la méthode et aussi démontré les équations des trois cercles de Moore, il serait opportun d'explorer le tricercle de Moore. Malgré que cette méthode graphique avait été développée il y a plus d'un siècle, elle reste toujours une référence pour son aspect pratique et autres, tels que son utilisation pour les critères de résistance et de fatigue. On peut citer parmi lesquels le critère de Tresca qui est basé sur la contrainte de cisaillement maximum. Il faut aussi se mettre à l'évidence qu'à l'époque,
les moyens de calcul n'étaient pas aussi développés que par rapport à aujourd'hui. Nous explorons maintenant le tricercle de Moore afin d'en tirer le maximum d'enseignements. Utilisons le tricercle de Moore afin de déterminer graphiquement l'intensité du vecteur contrainte ainsi que ses deux composantes normales et tangentielles pour l'ensemble des facettes passant par le point M. On peut classifier les différentes facettes en trois catégories. La première catégorie concerne les trois facettes dont la normale N constitue la direction principale, c'est-à-dire la facette pour laquelle, la première facette pour laquelle E1 est un vecteur normal, pour la deuxième facette E2 est le vecteur normal, et pour l'autre facette, la troisième, le vecteur E3 est le vecteur normal. Dans ce cas précis, donc pour la facette de normale E1, l'extrémité du vecteur contrainte dans le plan de Moore est sigma 1. Pour la facette de normale E2, c'est sigma 2. Et pour la facette de normale E3, c'est sigma 3. On peut visualiser ces trois facettes. Cette facette constitue la facette pour laquelle E1 est la normale. Cette facette, la direction E3 est le vecteur normal. Et pour cette facette, le vecteur normal est porté par la direction E3. La deuxième famille de facettes sont les facettes dont l'axe est l'un des trois directions principales, c'est-à-dire soit E1, soit E2, soit E3. Donc on peut distinguer les facettes d'axe E1, il y a une infinité de facettes d'axe E1, c'est toutes les facettes qui tournent autour de E1. Alors, dans ce cas, l'extrémité dans le plan de Moore, l'extrémité du vecteur contrainte est située sur le cercle 1. Les facettes d'axe E2, l'extrémité du vecteur contrainte est située sur le cercle 2. Le cercle 2. Et pour les facettes d'axe E3, l'extrémité du vecteur est sur le cercle 3. Il faut préciser que dans ce cas-là, on prend toujours en considération que sigma 1 est la contrainte majeure, sigma 3 est la contrainte mineure, contrainte principale mineure, et sigma 2 est la contrainte principale intermédiaire. La troisième famille de facettes sont les familles pour lesquelles le vecteur normal est quelconque. C'est le cas général, c'est ce qu'on va examiner. Donc on va examiner le cas général et on va supposer que ce vecteur, on va le dénoter par M'. Ce vecteur aura pour composante, suivant les trois directions dans le repère principal, N1', N2' et N3'. Comme c'est un vecteur unitaire, la racine carrée de la somme de ses composantes élevées au carré est égale à 1. Donc, par conséquent, N, le vecteur N, pourrait avoir comme composante suivant la direction E1, plus ou moins N1', suivant la direction 2, plus ou moins N2', et selon la direction 3, plus ou moins N3'.
ceci correspond à 8 facettes d'un tétraèdre. Nous avons 4 facettes dans la partie supérieure et 4 facettes dans la partie inférieure. Démontrons maintenant pour ces 8 facettes qu'ils correspondent au même vecteur de contrainte, c'est-à-dire si on analyse ce vecteur contrainte, il aura la même intensité au module et la même intensité, que ce soit pour sa composante normale et tangentielle. Donc la norme du vecteur contrainte LV au carré, ce sera la somme de ses composantes LV au carré. Si on fait le calcul, on va trouver que la norme du vecteur contrainte LV au carré, c'est sigma 1 au carré, N1 prime au carré, plus sigma 2 N2 prime 2 au carré, plus sigma 3 au carré, N prime 3 LV au carré. Par conséquent, les 8 facettes auront la même intensité du vecteur contrainte. En ce qui concerne sa composante normale, c'est N. Elle est donnée par le produit de N' transposé sigma N'. Donc ce sera un scalaire qui sera la somme de sigma 1 plus N1' au carré, plus sigma 2 N2' au carré, plus sigma 3 N3' au carré. Donc les 8 facettes auront aussi la même composante normale. Par conséquent, ils auront aussi la même composante tangentielle qui est exprimée par la valeur absolue de la racine carrée du carré de l'intensité du vecteur contrainte moins le carré de l'intensité de la composante normale. Par conséquent, les 8 facettes dont la normale est N' avec les 8 cas possibles sur toutes ces facettes, ces 8 facettes du tétraèdre, ont les mêmes valeurs du vecteur contrainté, de sa composante normale et de sa composante tangentielle. Le problème se ramène à la résolution graphique du système formé par ces 3 équations. Pour lesquelles les coordonnées du point A, c'est-à-dire les composantes du vecteur contrainte, la composante normale Tn et la composante Tτ, sont les inconnues. Alors, quelles sont les données? Étant donné qu'on considère l'état de contrainte en un point, donc nous avons sigma 1, sigma 2, sigma 3. On va varier à chaque fois une composante du vecteur normal. Et on va voir que va décrire le point A dans le plan de mort. Donc la première des choses, on va varier N1 au carré, ce qui revient à varier la valeur absolue de N1. On verra la trajectoire la courbe que va décrire le point A dans ce cas. On le fait pour la deuxième composante de la normale, la troisième composante. Donc on aura un système d'équations à résoudre d'une manière graphique qui sera détaillée dans les diapositives suivantes. Comme les 8 facettes présentent des intensités égales, que ce soit pour le vecteur contrainte ou pour ces deux composantes normales et tangentielles, il est suffisant de considérer uniquement la facette parmi les 8. On considère la facette dont les composantes de la normale sont toutes positives.
Ceci nous ramène à considérer uniquement la moitié supérieure du plan de mort. Donc on va considérer cette moitié-là dans laquelle le plan de mort, donc en abscisse, ce sera la composante normale, qui peut être positif ou négatif, et en ordonnée, on porte la valeur absolue de la contrainte de cisaillement. Pour déterminer la norme du vecteur contrainte agissant sur une facette de vecteur n, dont les composantes sont n1', n2', et n3', il existe plusieurs méthodes pour parvenir à cette solution graphique. Parmi les méthodes les plus connues sont les deux méthodes, la méthode des rayons et la méthode des angles. On va détailler la méthode des rayons pour déterminer les coordonnées du point A. Cette méthode consiste à tracer trois arcs de cercle, respectivement concentriques, aux trois cercles qu'on a définis préalablement. Considérons la première équation qu'on va essayer de résoudre graphiquement. C'est cette équation qui va nous mener à l'équation du premier arc de cercle pour lequel n1' est constante. C'est-à-dire, ça concerne toutes les facettes pour lesquelles la valeur de n1, valeur absolue de n1' est la même. Donc, en considérant cette équation qu'on va développer pour aboutir à une équation d'un cercle concentrique au cercle 1, mais dont le rayon est petit r1. Petit r1 dépend du cercle 1 de rayon grand R1 et de la composante n1 élevé au carré et des composantes du tenseur de contrainte. On remarque ici que pour ce produit-là, ce produit est positif, donc R1, petit r1, est supérieur à grand R1. Dans le plan de mort, on trace un arc de cercle de centre O1 et de rayon R1. Cet arc de cercle, évidemment, il est concentrique au cercle 1. On va tracer cet arc de cercle. C'est cet arc de cercle. Cet arc de cercle représente tous les points A, c'est-à-dire toutes les extrémités du vecteur contrainte, pour les facettes dont n1' est constante. Deuxième équation. n2 au carré. Cette expression pour n2 au carré, elle est relative à l'ensemble des facettes pour lesquelles n2' est constante. C'est-à-dire toutes les facettes qui ont la même valeur n2', donc on aura cette expression-là. Et on va chercher que va décrire le point A dans l'espace ou dans le plan de mort. On va développer l'équation considérée qui va nous mener à l'équation d'un cercle. Un cercle concentrique au cercle 2, mais dont le rayon est égal à R2. Petit r2. On va comparer le rayon petit r2 au grand rayon R2 du cercle 2.
on va voir ce produit. Si ce produit va nous donner une valeur positive ou négative. 1, 2 au carré est positif. Sigma 2 moins sigma 1 moins sigma 3. Sigma 2 moins sigma 3 est positif puisque sigma 2 est supérieur à sigma 3. Par contre, sigma 1 est supérieur à sigma 2. Sigma 2 moins sigma 1 est négatif. Donc ce produit va être négatif. Par conséquent, petit r2 est inférieur à grand R2. On va maintenant tracer le second arc de cercle. Traçons maintenant l'arc de cercle, le deuxième arc de cercle, de centre O2 et de rayon R2. C'est un arc de cercle concentrique au cercle 2. On va le tracer. Là, cet arc de cercle. Il est centré en O2 et de rayon petit r2. On remarque que petit r2 est inférieur à grand R2, le rayon du cercle 2. Cet arc de cercle représente toutes les extrémités du vecteur contrainte pour l'ensemble des facettes dont la valeur 1, 2 est constante, c'est-à-dire ils ont la même valeur de 1, 2 prime. On passe maintenant à la troisième équation. Cette équation pour laquelle l'expression de 1, 3 prime est donnée par cette équation qui permet de tracer le troisième arc de cercle. Ceci concerne l'ensemble des facettes dont 1, 3 prime est constante. Après développement de cette relation-là, on aboutit à l'équation d'un cercle concentrique au cercle 3 et dont le rayon est petit r3. Petit r3 est exprimé en fonction du rayon grand R3 du troisième cercle et de la composante 1, 3 prime et des composantes du tenseur de contrainte sigma 3, sigma 1 et sigma 2. On remarque que R3 est plus grande, petit r3 est plus grande que grand R3. On va maintenant pouvoir tracer le troisième arc de cercle. On trace le troisième arc de cercle de centre O3 et de rayon R3. Cet arc de cercle est concentrique avec le cercle 3. On va tracer cet arc de cercle. Voilà. C'est cet arc de cercle de rayon R3. On remarque que petit r3 est plus grand que grand R3, le rayon du cercle 3. De la même façon, vous avez ici cet arc de cercle représente tous les points A, c'est-à-dire toutes les extrémités du vecteur contrainte pour l'ensemble des facettes qui ont la même valeur de 1, 3 prime. On remarque que les trois arcs de cercle concourent au point A et ainsi on a résolu graphiquement les trois équations précédemment présentées. Donc le vecteur, le segment de droite OA représente le vecteur contrainte, du moins sa norme. Donc, en respectant l'échelle du dessin, on peut déterminer la norme du vecteur t de n. Et t de n, ici, il est exprimé, donc, bien sûr, dans le plan de Moore.
Cette diapositive montre clairement le tricercle de Moore avec ces trois cercles de rayon R1 centré en O1, de rayon R2 centré en O2 et de rayon R3 centré en O3, ainsi que les trois arcs de cercle de rayon petit r1 concentrique avec le cercle centré en O1 et de rayon R1, le deuxième arc de cercle de rayon R2 et le troisième arc de cercle de rayon R3, ainsi que le point A de concours des trois arcs de cercle. Donc c'est ainsi qu'on détermine le vecteur contrainte pour une facette orientée suivant une normale n donnée. Cette diapositive indique le vecteur contrainte et ses deux composantes, normale et tangentielle. Cette diapositive met en évidence la contrainte de cisaillement maximale ainsi que le plan sur lequel elle agit. Donc sur le plan de Moore, on va chercher la valeur pour laquelle la contrainte de cisaillement maximal. On remarque que le cisaillement maximal est obtenu pour le plus grand cercle de Moore et pour le point A situé dans cette position-là. On rappelle que le grand cercle de Moore y joint la contrainte majeure, dans ce cas c'est sigma 1, et la contrainte mineure, dans ce cas précis c'est sigma 3, puisqu'on a pris sigma 1 supérieur à sigma 2 supérieur à sigma 3. Et cette scission maximale ou contrainte tangentielle maximale est égale à la moitié de ce cercle, c'est-à-dire la différence entre sigma 1 et sigma 3 divisé par 2. Alors, le plan sur lequel agit cette contrainte de cisaillement, premièrement, c'est un plan dont la normale appartient au plan formé par la direction de sigma 1, c'est-à-dire E1, et la direction sigma 3, c'est-à-dire la contrainte mineure. Donc E3, c'est un plan formé par E1 et E3, et il suffit de prendre la bisectrice de cet angle, puisque on a les angles dans le plan de Moore, ils sont doublés. Donc, on a l'angle droit entre E1 et E3 et on prend la bisectrice. Voyons maintenant comment on détermine en détail, dans le cas général, comment on détermine ce plan. On va le voir dans les diapositives qui suivent. Voyons maintenant comment on détermine le plan de cisaillement maximum. Considérons un état de contrainte qui est représenté par un cube qui représente l'état de contrainte, dans lequel on a sigma 1, sigma 2 et sigma 3. L'ordre des contraintes sont telles que sigma 1 supérieur à sigma 2 et supérieur à sigma 3. Donc dans un premier temps, on identifie d'abord les contraintes majeures et mineures. Dans ce cas, c'est sigma 1 et sigma 2. Sigma 3. Sigma 1 et sigma 3. Donc on va chercher le plan E1, E3. Donc la normale à ce plan appartient au plan E1, E3. Et on trace E1, E3.
On cherche la bisectrice de cet angle droit et la normale sera portée par cette bisectrice. N, la normale, qui correspond à la contrainte de cisaillement maximum. Ensuite, on définit le plan qui est le plan de cisaillement maximum et on revient au cube élémentaire pour tracer ce segment de droite qui représente le plan. Dans la face opposée au plan E3, E1, on trace aussi un segment de droite. Et de cette façon-là, on a défini le plan de cisaillement. Dans le cas où, bien sûr, sigma 1 supérieur sigma 2, sigma supérieur sigma 3. Comme dans ce plan, on a deux bisectrices, on verra maintenant comment on le détermine on détermine la seconde bisectrice. La seconde bisectrice permet d'identifier le second plan pour lequel le cisaillement est maximal. On reprend la même procédure que précédemment. On va considérer le plan E1, E3. Comme on a considéré la première bisectrice, on va maintenant considérer la seconde bisectrice. Parce que dans ce plan, il y a deux bisectrices, donc il y a deux plans. Seconde bisectrice, la deuxième normale pour laquelle le cisaillement maximal, elle est indiquée par ce vecteur. Donc on définit le plan perpendiculairement à cette normale et on reprend le cube élémentaire qu'on a considéré, qui représente l'état de contrainte. On va porter un segment de droite parallèle à celui qui est indiqué ici. Donc vous avez ce segment de droite. Dans la face parallèle, on porte une parallèle à ce segment. Et de cette façon-là, on définit le second plan sur lequel agit la contrainte de cisaillement maximum. On remarque que les deux plans sont orthogonaux. Quelques cas particuliers. Le premier cas est l'état de tension ou de compression hydrostatique. Dans ce cas, les trois contraintes principales sont égales à sigma. Si sigma est positif, on parle de tension, ou si elle est négative, on parle de compression. Le tenseur de contrainte est purement sphérique. Les trois contraintes principales sont égales. Dans le plan de Moore, l'extrémité A du vecteur contrainte reste fixe pour l'ensemble des facettes. Le vecteur contrainte est égal à sigma et il est porté par n. Les trois cercles se confondent en un seul point. Quelle que soit la facette prise, tous les vecteurs contraintes sont égaux, ils sont portés par la normale et que la composante tangentielle est nulle. Ce qui confirme que pour un état de contrainte purement sphérique, toute direction est une direction principale. Le deuxième cas, il s'agit de deux contraintes principales égales et la troisième contrainte est distincte. Par exemple, on donne un tenseur de contraintes tel que sigma 1 égale à sigma 2 et sigma 3 est distincte. Dans ce cas, dans le plan de Moore, les trois cercles se réduisent comme suit. Il y a un cercle qui se réduit à un point et les deux autres cercles sont confondus. L'extrémité du vecteur contrainte appartient au contour de ce cercle-là.
Le dernier point qu'on va voir concerne la détermination du vecteur contrainte normal à la facette dont le vecteur contrainte est connu dans le plan de mort. C'est-à-dire si on connaît le vecteur contrainte dans le plan de mort, il est nécessaire de déterminer la normale, le vecteur normal 1, qui a pour composante n1 égale à cosinus alpha, n2 égale cosinus bêta et n3 égale cosinus gamma. Dans ce cas, le problème se ramène à la résolution graphique du système formé par trois équations qui sont données comme suit, qu'on a déjà vu. Donc on a n1, l'expression de n1 au carré, n2 au carré et n3 au carré. Donc cette fois-ci, on suppose connu les t tau et tn. On connaît le tenseur de contrainte. Voilà. Là, je donne la formule pour laquelle sigma 1 supérieur à sigma 2 supérieur à sigma 3. Mais on va le traiter pour un autre cas. Donc vous avez ces trois équations qu'on doit résoudre graphiquement afin de déterminer cette normale. Il existe 8 facettes, solutions de problèmes pour lesquelles n, le vecteur normal aux facettes, a pour composante plus ou moins cosinus alpha en n1, plus ou moins cosinus bêta en n2 et plus ou moins cosinus gamma en n3. Donc il s'agit de 8 facettes d'un octaèdre, comme on l'a vu au début de ce cours. Quelles sont les données qu'on a? On connaît le tenseur de contrainte de manière à ce que sigma 3 est supérieur à sigma 2 est supérieur à sigma 1. On connaît le vecteur contrainte, c'est-à-dire il est sur le cercle de mort au point A et qui a pour composant tau et tn. Donc on va procéder à la résolution graphique des trois équations. Alors pour ce faire, on va d'abord disposer sur l'axe des abscisses sigma 3, sigma 2 et sigma 1. Ensuite, on va tracer les cercles respectifs. Voyons maintenant sur chacun des cercles, ils correspondent à quelle famille de plans. C'est-à-dire on cherche les facettes pour lesquelles ils ont un axe donné. Par exemple, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 2, ce cercle, et sigma 3, sigma 2. Donc c'est n1 égale à 0. Donc c'est les facettes d'axe E1. On trace à partir du centre de ce cercle, donc origine, et on pointe, on travaille avec un compas. On va tracer un arc de cercle de centre O1 et de rayon O1A. Cet arc de cercle. Qu'est-ce qui va représenter cet arc de cercle? Il représente toutes les facettes pour lesquelles N1 reste constante. On trace le deuxième cercle, sigma 2, sigma 1, c'est-à-dire pour lequel N3 est égal à 0. À partir de ce centre de cercle, de O3, et en pointant le compas au point A, on va tracer un arc de cercle de rayon O3A. C'est cet arc de cercle qui représente les N3 constantes. Pour le grand arc de cercle, sigma 1, sigma 3, donc c'est pour lequel N2 est égal à 0. À partir
du centre O2 de ce cercle, on va tracer un arc de cercle de rayon O2A. C'est cet arc de cercle. Cet arc de cercle pour lequel N2 est constante. Maintenant, comment on va déterminer ces constantes N1, N2 et N3? C'est par le biais de leur intersection avec les cercles respectifs. Voyons, comment on détermine par exemple l'angle alpha? L'angle alpha, c'est pour N1 constante. N1 constante. N1 constante. Cet arc. Voir l'intersection avec ce cercle. L'angle qui est issu de sigma 1, il va donner l'angle 2 alpha. Donc on connaît 2 alpha. Sur le cercle de Moore, il donne l'angle double. Donc on a ici alpha. On prend la moitié. Voyons maintenant le cercle, l'arc de cercle pour lequel N2 est une constante. C'est cet arc de cercle. Et voyons sigma 2, parce que sigma 2, elle indique E2. Donc, sur ce cercle-là, à partir de sigma 2, c'est-à-dire E2, on détermine avec cet angle de bêta. Bien sûr, la mesure se fait à l'aide d'un rapporteur de bêta. Donc, on a l'angle bêta. Il nous reste l'angle gamma. L'angle gamma, c'est l'angle que fait la N avec E3. Donc, on va chercher N3 constante. N3 constante. C'est cet arc de cercle. Alors, pour cet arc de cercle N3, on va chercher l'intersection avec cette intersection, avec ce cercle pour lequel et on va déterminer à partir de sigma 3 à l'aide on va mesurer cet angle-là de gamma. Donc on a systématiquement on a l'angle gamma et de cette façon-là on a déterminé les composantes du vecteur normal par la méthode des angles. On peut s'inspirer aussi pour cette méthode-là pour calculer le vecteur contrainte. Donc le vecteur contrainte, je l'ai fait avec la méthode des rayons. La méthode des rayons, on peut l'utiliser aussi dans ce cas-là. Il suffit de mesurer les rayons et revenir aux équations pour déterminer les N1 au carré, N2 au carré, N3 au carré. Mais ça prend un peu plus de temps par rapport à la méthode des angles, sauf que pour cette méthode des angles, il faut bien se concentrer pour déterminer les différents arcs de cercle pour lesquels les composantes sont constantes. Voilà, on arrive au terme de cette séance vidéo consacrée au cours sur le tricercle de Moore, dans le cas d'un état de contrainte multiaxiale. La prochaine vidéo sera consacrée au cercle de Moore, dans le cas d'un état de contrainte plane. Je vous dis au plaisir de vous revoir très bientôt. Au revoir.